Actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires. Incapacité, invalidité, décès, derrière ces risques lourds en prévoyance se cachent des engagements financiers de long terme, souvent complexes à suivre, parfois sur- ou sous-estimés et toujours sensibles. Pour anticiper ces événements et calibrer au mieux les risques prévoyance, les actuaires peuvent s'appuyer sur des outils statistiques sur mesure, les fameuses tables d'expérience. Mais comment les bâtir, avec quelles données et surtout pourquoi les faire certifier? Car au-delà des chiffres, il y a des choix méthodologiques, de la rigueur, une responsabilité. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur de ce travail d'ingénierie actuarielle qui conjugue technique et connaissances métiers. Je suis Grégoire Tournon et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Urgesi, senior manager chez Adactis. Bonjour Sandra, bienvenue à la Maison des Actuaires à Paris. Bonjour Grégoire. Je suis Sandra Urgesi, senior manager chez Adactis. Adactis est un acteur spécialisé dans les solutions actuarielles et notre approche repose sur 3 piliers. Les solutions actuarielles, la data IA et le conseil stratégique auprès des assureurs. Et vous êtes actuaire membre de l'Institut des actuaires. Je suis membre de l'Institut des actuaires depuis bientôt 20 ans et j'accompagne les acteurs de l'assurance sur le pilotage des risques en prévoyance et santé. Et depuis plus de 10 ans, je suis également habilitée à certifier les tables de mortalité et de maintien en arrêt de travail. Une activité qui fait partie de mon rôle d'actuaire chez Adactis et que j'apprécie particulièrement. Est-ce qu'on peut dire un tout petit peu plus sur cette habilitation, cette procédure d'habilitation? Pour être habilité à certifier des tables, il existe une procédure très encadrée qui est gérée par une commission statutaire de l'Institut des actuaires, la commission d'agrément, et qui a 2 missions principales. La première, c'est tout d'abord d'agréer les actuaires qui en font la demande, et la seconde, de suivre leur activité tout au long de leur habilitation. Pour obtenir cet agrément, il faut être actuaire, membre de l'Institut, justifier d'une expérience suffisante dans le domaine, et puis déposer un dossier de candidature. Et une fois que les membres de la commission ont donné un avis favorable, l'actuaire habilité s'engage alors à respecter le code de déontologie et à transmettre chaque année un rapport d'activité. Donc il faut savoir que cet agrément, c'est un engagement personnel, exercé en toute indépendance par l'actuaire, aussi bien par rapport à son employeur que par rapport à l'organisme assureur qui le mandate pour faire son travail de certification. Aujourd'hui, en France, il y a environ une vingtaine d'actuaires habilités inscrits sur une liste officielle et publique. On va beaucoup parler de table dans ce podcast, mais avant tout, de quoi parle-t-on exactement? Alors, quand on parle de table, parfois on peut utiliser le mot loi, on parle en fait d'un outil statistique. C'est un tableau en nombre de personnes et qui décrit comment se comporte une population face à 2 grands types de risques. Le premier, c'est le risque de décès ou de survie avec les tables de mortalité. Ces tables donnent la probabilité qu'une personne décède ou qu'elle survive à un âge donné. Certaines tables sont même dites par génération, c'est-à-dire qu'elles dépendent de l'année de naissance pour tenir compte des progrès médicaux et sociaux. Le second risque, c'est le risque arrêt de travail avec les tables de maintien en incapacité, de maintien en invalidité et de passage de l'un à l'autre. Et elles vont indiquer la probabilité qu'un assuré, déjà en arrêt pour des raisons de santé, le reste en fonction de son âge et de la durée de son arrêt. Est-ce qu'on peut avoir un exemple pour illustrer tout ça? La table de maintien en incapacité permet de suivre sur un groupe de référence, donc 10 000 personnes au départ, combien sont encore en arrêt au fil du temps. Donc imaginons un salarié de 47 ans qui est en arrêt depuis 3 mois. La table de maintien en incapacité indique combien de personnes du même âge et de la même ancienneté sont présentes. Et ensuite, combien de personnes le sont encore après 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Et ainsi, on a une idée de la probabilité d'être encore en arrêt et une idée de la durée moyenne d'un arrêt pour chaque personne. Ces tables sont donc vraiment indispensables pour les actuaires. Ces tables sont vraiment indispensables pour les actuaires. Elles servent à définir les tarifs et à calculer les engagements futurs envers leur assuré. C'est ce qu'on appelle les provisions. Et donc plus globalement à garantir la solidité et la pérennité de l'activité de l'assureur. Il existe des tables dites réglementaires et d'autres les fameuses tables d'expérience. Quelle différence entre les deux et pourquoi construire ses propres tables? C'est une distinction essentielle entre les deux. Les tables réglementaires, ce sont des tables standards définies par la réglementation. Elles fixent un cadre commun et elles s'appliquent à tous les acteurs de manière homogène. La réglementation prévoit aussi une possibilité de dérogation, celle de permettre à un organisme assureur de pouvoir utiliser ses propres tables à condition qu'elles soient certifiées par un actuaire habilité. Pourquoi cette dérogation? Tout simplement parce que les tables réglementaires ne reflètent pas toujours la réalité du portefeuille assuré. Ce sont en fait des tables moyennes, si on veut. Et donc, selon la population, les garanties ou le secteur d'activité, le comportement des assurés peuvent être complètement différents. Typiquement, un régime de prévoyance composé d'avocats n'aura pas du tout le même profil de risque qu'un régime d'ouvriers du bâtiment. C'est là qu'interviennent donc les tables d'expérience. Ces tables vont être construites à partir des données propres de l'organisme assureur et elles vont décrire la mortalité
mortalité ou l'arrêt de travail tel qu'il est observé sur cette population. Et aussi pour le risque arrêt de travail, les tables réglementaires datent de 1993, voire même plus, puisque les données utilisées sont antérieures. Et le risque arrêt de travail est un risque vraiment multifactoriel. Il dépend du contexte économique, social, démographique, médical, comme l'a montré récemment la crise sanitaire de la Covid-19. Donc en 30-40 ans, les comportements des assurés ont beaucoup changé. Les arrêts de travail d'aujourd'hui ne ressemblent plus du tout à ceux d'hier, et pareil pour la mortalité. Il y a aussi la fonction publique. La définition du risque arrêt de travail n'est pas du tout la même que celle du régime général. On va plutôt parler de congés maladie ordinaire, longue maladie, maladie longue durée. Donc les tables réglementaires ne sont tout simplement pas adaptées. C'est pour toutes ces raisons que les assureurs utilisent de plus en plus leur propre table d'expérience. Si on doit résumer, table d'expérience, table réglementaire. Les tables réglementaires fixent le cadre. Et les tables d'expérience apportent la finesse, la pertinence et la maîtrise du risque. Et dans la pratique, c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'on reste dans le cadre standard ou est-ce qu'on affine avec ses propres données ? En quoi ces tables d'expérience sont-elles devenues un enjeu aussi stratégique pour les assureurs et les actuaires ? Ces tables d'expérience sont devenues stratégiques parce qu'elles sont au cœur de la maîtrise du risque et de la performance des assureurs. En utilisant ses propres tables, un assureur peut ajuster ses hypothèses à la réalité de son portefeuille. Concrètement, cela lui permet d'avoir des tarifs plus justes pour ses assurés, des engagements futurs envers ses assurés mieux calibrés, tout en restant suffisants, donc ça c'est ce qu'on appelle les provisions, et donc une meilleure visibilité à long terme. Si un assureur utilise les tables réglementaires sur un portefeuille plus risqué plutôt qu'une table d'expérience adaptée ? Alors dans ce cas, il va sous-estimer la durée moyenne des arrêts de travail de ses assurés, et donc il va sous-provisionner son risque, c'est-à-dire mettre moins d'argent de côté que ce qu'il devrait pour respecter ses engagements. Et avec le temps, les charges réelles seront plus élevées que prévu, et cela peut déséquilibrer le portefeuille et peser sur le résultat. À l'inverse, une table trop prudente peut conduire à des tarifs excessifs et donc à une perte de compétitivité. Donc une table d'expérience, c'est ce qui permet de voir comment évolue précisément la mortalité ou l'arrêt de travail et donc d'anticiper au plus juste les coûts futurs. C'est pour ça qu'une table d'expérience, ce n'est pas qu'un outil de calcul, c'est un véritable instrument de pilotage du risque, de la rentabilité et de la solidité financière de l'assureur. Et il y a aussi la norme Solvabilité 2. Avec cette réglementation, les tables d'expérience ont pris une place encore plus importante parce que Solvabilité 2 demande aux assureurs d'avoir une vision de leur engagement au plus juste. C'est ce qu'on appelle la vision Best Estimate, c'est-à-dire en juste valeur du risque. Autrement dit, Solvabilité 2 a mis au cœur du pilotage prudentiel la nécessité de s'appuyer sur ces tables d'expérience. Et pour terminer, sur le risque arrêt de travail, il y a aussi un enjeu d'expertise et de crédibilité. Les accords de branche, comme les grands comptes, apprécient que l'assureur tienne compte des spécificités propres de leurs salariés plutôt que d'appliquer une table réglementaire. Concrètement, comment construit-on une table d'expérience ? Quelles sont les grandes étapes et les principes à respecter pour qu'elle soit fiable, notamment côté données, lesquelles sont nécessaires et comment fait-on quand on manque d'historique et que le portefeuille est trop petit ? Construire une table d'expérience, c'est vrai que c'est un travail d'ingénierie actuarielle. On va avoir plusieurs phases et la première commence avec les données. C'est vraiment l'élément clé. Il faut d'abord trouver le bon équilibre entre le volume de données et l'historique à étudier, parce qu'il faut un minimum de volume pour avoir des résultats, et il faut le bon historique. Un historique trop court ne donne pas de tendance fiable, et un historique trop long risque de mélanger des périodes qui ne sont plus comparables. Ensuite, on collecte les informations sur les décès, les assurés, les arrêts de travail, on va les retraiter, tout cela bien sûr de manière anonyme, et c'est une étape très exigeante. C'est même l'étape la plus importante et la plus longue, parce qu'on part de données de gestion comptable qui à la base ne sont pas du tout faites pour ce type d'analyse. Donc il faut bien comprendre comment sont gérées les informations sur les assurés, comment sont gérés les versements des prestations, et puis aussi comment sont calculées les provisions, c'est-à-dire les engagements futurs. Car il faut éviter un décalage entre la façon dont la table est construite et la façon dont elle sera utilisée ensuite. Et une fois qu'on a obtenu une base de données fiable et propre, alors on passe à la phase de construction proprement dite. Donc c'est la partie technique de l'actuaire. Pour cela, on utilise plusieurs méthodes, des approches statistiques classiques comme Kaplan-Meier, des méthodes de positionnement comme la méthode de Cox, ou encore des méthodes de lissage ou de fermeture de table quand on a peu de données. On termine ensuite par la phase de validation, qui est aussi une étape très importante puisque c'est elle qui va permettre de vérifier la pertinence de la table. En quelques mots, cela consiste à comparer les résultats qu'on a obtenus avec la table avec les données qui ont servi à la construire. J'entends que derrière les trois étapes, extraction, construction et validation, il y a aussi une autre idée, une idée essentielle, c'est le suivi dans le temps. Effectivement, ce n'est pas un exercice ponctuel. C'est vraiment une démarche qui s'inscrit dans la durée. Et l'actuaire doit être capable, chaque année, d'analyser ensuite les nouvelles informations de son portefeuille et de suivre les évolutions du risque qu'il a voulu modéliser avec cette table d'expérience. Donc, construire une table d'expérience, c'est un travail exigeant parce que rien n'est laissé au hasard. Tout repose sur la qualité des données et sur la rigueur des méthodes utilisées.
Et c'est aussi un outil vivant, parce qu'il évolue avec le comportement des assurés et qu'il reste connecté à la réalité du terrain. Et c'est justement ça que je trouve passionnant avec ces deux aspects dans ce travail de construction et de certification de table. Comment faire certifier une table d'expérience ? Qu'est-ce que cette certification garantit et qui intervient dans le processus ? Quand un assureur veut utiliser ses propres tables à la place des tables réglementaires, il doit les faire certifier par un actuaire habilité. Et c'est cette certification qui garantit que la table est pertinente et suffisante. Et même si elle n'est pas obligatoire dans le cadre de Solvabilité 2, la CPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le superviseur, regarde de très près la qualité et la cohérence des hypothèses utilisées. Donc dans les faits, cela peut aussi amener à demander une certification. Donc la certification, c'est avant tout une question de crédibilité et de confiance. C'est aussi le moment de vérité pour la table. Est-ce qu'elle est fiable et cohérente ? Exactement. Et donc, dans la pratique, l'actuaire habilité échange avec les équipes qui ont construit la table. Il vérifie les données, les hypothèses, la méthodologie. Il peut même reconstruire la table. Et ensuite, il rédige un rapport de certification avec ses conclusions en toute indépendance. Parce que la certification, c'est un acte personnel qui, comme je le rappelle, engage la responsabilité de l'actuaire signataire. Donc, en résumé, c'est un gage de confiance pour l'assureur, le superviseur et plus largement pour l'ensemble de la profession. Avec l'évolution des risques pandémie, IA, transformation du travail, comment les actuaires adaptent-ils leur approche dans ces tables d'expérience ? Ce qui est fascinant, c'est de voir comment des crises et les avancées technologiques nous demandent de faire évoluer nos outils et nos modèles. Et la crise sanitaire de la Covid-19 en a été une parfaite illustration. Elle a montré à quel point les comportements peuvent changer vite, hausse temporaire de la mortalité, explosion des arrêts de travail, et puis elle a aussi montré de tendances nouvelles. Par exemple, on observe beaucoup moins de passages en invalidité qu'avant la crise. Tout cela nous a poussé à revoir notre manière d'appréhender le risque et nous poser de nouvelles questions, parfois sans avoir encore toutes les réponses. Sur le sujet des tables d'expérience, par nature, elles ne sont pas figées. Leur validité est déjà limitée dans le temps, et puis chaque année, on va réévaluer le risque à partir de données plus récentes, et quand les évolutions sont significatives, on peut même reconstruire entièrement la table. Et sur un plan technique, les méthodes évoluent aussi. Oui, les actuaires combinent désormais les techniques statistiques classiques avec des techniques issues du machine learning. Et puis, bien sûr, l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives. Elle permet de détecter des signaux non perceptibles, de modéliser des comportements de manière plus fine, mais au final, l'actuaire garde le recul, il garde la responsabilité de l'interprétation des résultats, et l'IA ne remplace pas le jugement actuariel, il vient le compléter. Pour finir, quand on travaille sur ces sujets très techniques, en quoi cela illustre, selon vous, l'essence même du métier d'actuaire aujourd'hui ? Alors c'est vrai que c'est une question importante. Quand on parle d'essence du métier d'actuaire, on ne peut pas ne pas penser à ses origines. Depuis les premiers travaux des John Grant au XVIIe siècle, les tables de mortalité sont au cœur du métier d'actuaire. Et elles le sont encore aujourd'hui. Quand on construit ou qu'on certifie une table d'expérience, on manipule des montants, des dates, des modèles statistiques. Et derrière tout ça, il y a quand même des personnes, des entreprises, des parcours de vie. Le rôle de l'actuaire, c'est d'apporter une vision juste et pertinente des risques, pour que les tarifs proposés aux assurés soient les plus équitables possibles, pour que les engagements futurs pris à leur égard soient aussi tenus. Donc, à mon sens, c'est un travail fondamental pour la confiance des assurés. Un travail qui demande bien sûr de la rigueur scientifique et aussi un sens de la responsabilité collective. Donc peut-être au fond, l'essence même du métier d'actuaire, c'est de comprendre les données pour mieux protéger et de garantir l'équité actuarielle entre assureurs et assurés. Merci beaucoup Sandra. Merci Grégoire et merci à l'Institut des actuaires. On l'aura compris, construire une table d'expérience fiable, c'est bien plus qu'un exercice statistique, c'est garantir des hypothèses solides, des marges bien calibrées et une meilleure gestion du risque pour les assureurs comme pour les assurés. Et lorsqu'elle est certifiée, cette table devient un véritable outil de confiance au service de la performance et de la transparence. Notre experte du jour était Sandra Urgesi, senior manager chez Adactis. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro des Voix de l'Actuariat. En attendant, je vous invite à retrouver l'ensemble de la collection sur toutes les plateformes de podcast. Les Voix de l'Actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires.